Déjà, merci à toutes et à tous pour être là. Et du coup, je me présente, je m'appelle Giuseppe Trantino et avec Pauline Lacharade, nous sommes deux des 5 étudiants du master en management de clusters et réseaux territoriaux des universités de Strasbourg et Kiel en Allemagne. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un projet qu'on a mené avec France Cluster. Euh, Notamment qu'on a décidé de nous concentrer sur l'évolution des cotisations et du rôle que les cotisations jouent en fait dans le développement et la pérennisation d'un cluster. On est tous conscients du rôle des cotisations, de ce rôle incontournable qu'elles jouent, et du coup on a décidé de mener cette étude euh, à travers des témoignages. Du coup, on a d'abord enregistré en fait une vidéo qu'on projettera bientôt où on a deux intervenants. On a d'un côté Marc Giardini, senior manager chez KPMG, qui est avec nous là aujourd'hui aussi. Et en fait, lui, il a contribué à l'étude qui a été menée en 2012, l'étude d'évaluation des politiques de cluster en France, et il nous donnera un peu sa perspective sur l'évolution de tout ce discours autour des cotisations. Et dans la vidéo, il y a aussi Madame Agnès Le Gall, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Elle est responsable des relations externes chez BioValley. C'est un cluster dans la biosanté à Strasbourg. Et elle nous parlera plutôt de l'évolution du discours des cotisations dans son cluster. Et du coup, suite à la vidéo, on aura un temps collectif, une table ronde où les intervenants qui nous ont rejoints aujourd'hui, du coup notamment Christophe Delattre et Julien Courtrai-Fourier, qui du coup réagiront à la vidéo et présenteront aussi leur perspective autour de la question des cotisations. Et finalement, il y aura aussi un temps de questions-réponses où le public pourra intervenir, du coup en posant des questions à nos intervenants. Et finalement, il y aura Pauline et moi qui conclurons la séance. Voilà. Du coup, si vous voulez, on peut commencer par la vidéo. Voilà. On n'entend pas, Pauline. T'as coupé ton micro. Voilà. C'est bon. Alors en 2012, nous étions dans une période particulière puisque les clusters étaient en développement, en nombre et en professionnalisation, d'accord. Et puis les pôles de compétitivité, leur grand frère d'une certaine manière, avait été créé quelques années plus tôt, en 2005-2006, et eux-mêmes s'étaient soumis à des évaluations de leur performance. Et dans les années 2010, à partir de la première évaluation des pôles en 2008, est apparu le sujet du modèle économique de ces objets associatifs, pour l'essentiel associatif, avec la prétention de rechercher à équilibrer le modèle économique public-privé dans un contexte de réglementation européenne. Donc nous nous sommes retrouvés en 2010, notamment en région Alsace, qui est une région fertile en cluster, à se demander mais comment fonctionne le modèle économique des clusters d'une part, et sur l'hypothèse de rééquilibrer les financements publics et privés de ces clusters, y a-t-il possibilité d'envisager des stratégies de service de la part de ces clusters à l'attention de leurs membres pour envisager une monétisation de ces services et donc d'une certaine manière un apport de ressources privées supplémentaires au modèle économique qui subsistait fortement encore à l'époque, autrement dit des subventions publiques qui étaient là pour faire tourner les associations de clusters. D'accord ?
Donc ça, c'est une période assez importante parce que ça a forcé les clusters et les pôles de compétitivité à se réinventer sur leurs propositions de valeur. Donc, quel est, à votre avis, l'avenir de tout ce discours par rapport aux cotisations, stratégies de cotisation? Comment est-ce que ça va évoluer et ça devrait évoluer, à votre avis? Alors, il faut admettre, Pauline et Giuseppe, que les cotisations ont fortement évolué sur les 10 dernières années. En préparation de cette conférence, je me réajustais mes points de vue sur les cotisations pratiquées par certains clusters que je connais. On a constaté sur les 8 ans passés, il y a eu une inflation significative des cotisations. Seulement, on sait que les cotisations sont encore étagées sur des segments d'entreprise en termes de taille, d'effectifs ou de chiffre d'affaires. Donc, tout d'abord, je crois que si ce sujet est toujours à l'esprit des gouvernances de clusters et de leur équipe opérationnelle, il faut constater l'évolution sur la dizaine d'années passées, dès lors que le questionnement a été plus inspirant sur le sujet des cotisations et du modèle économique pour voir comment ont évolué les cotisations en 2020. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ok, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la cotisation, dans le fond, c'est une clé d'entrée dans l'aventure collective. C'est-à-dire que par cette cotisation, je rentre dans la communauté. J'ai accès à la communauté. D'accord? Ce qui veut dire qu'en payant cette cotisation, charge à moi, dans le cadre de la communauté, de me servir au mieux de ce que je pense utile pour moi de cette communauté. À partir de là, je dois également me rendre compte que, au-delà de cette cotisation, si je veux accéder à des services très particuliers que me propose le cluster avec un niveau de professionnalisme qui me convient, eh bien, au-delà de cette cotisation, je dois participer à la réalisation de ce service. Alors, où est-ce que ça va nous mener, Giuseppe, dans votre question? C'est que je crois que les clusters se sont extraordinairement professionnalisés sur ces 15 dernières années. France Cluster y a beaucoup contribué avec une énergie terrible. D'ailleurs, on le voit bien en Alsace avec le master d'ingénierie cluster franco-allemand qui existe. On sent bien qu'il y a une volonté de s'imprégner des méthodes professionnelles pour développer, gérer et gouverner un cluster de manière pérenne et durable. Et on va encore aller plus loin parce que les obligations de compétences ou les attentes en matière de compétences sont désormais très critiques. On va parler de clusters dans lesquels il va falloir se faire rencontrer des entreprises pouvant éventuellement faire du co-venturing avec une start-up. Des aspects à la fois technologiques, processuels, mais également psychologiques, relationnels et des financements adaptés. Donc ça va devenir de plus en plus élaboré d'une certaine manière, les services à rendre. Donc on ne va pas vers une diminution des coûts. On va vers une augmentation des coûts, mais on va également vers une augmentation de la compétence fournie. Et on va vers une clusterisation qui va permettre aux entreprises de choisir leurs appuis pour devenir de plus en plus performants et de plus en plus donc concurrentiels avec le concours d'associations qui les soutiennent, mais de manière très très pro. Et la cotisation, elle n'a de valeur que de représenter le côté élitiste, et élitiste d'une certaine manière, de ces clusters dans lesquels il est préférable d'être plutôt que de ne pas être, parce que ceux qui y sont ont une capacité d'aller plus vite, de manière plus sécure et de manière moins coûteuse vers leurs objectifs. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ça ne vaut pas 300 € de cotisation, ça vaut de l'or. Donc, toute l'intelligence du cluster, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À quoi est-ce que je sers? Lorsque je réalise des choses que je crois servir, comment ces choses-là sont-elles comprises, entendues et valorisées par ceux qui en bénéficient? Et quelle est la valeur que ceux qui en ont donc le bénéfice sont prêts à mettre sur la table
pour pouvoir bénéficier durablement de cette prestation avec un niveau de maintenance très critique et très haute valeur ajoutée. Madame Le Gol pour le portrait de BioVallée à travers stratégie de cotisation mise en place par l'organisation. Et donc nous vous laissons la parole pour nous présenter un peu votre témoignage et votre expérience à travers ce sujet. Merci, bonjour à vous. Donc peut-être quelques mots. Donc BioVallée, pôle santé, pôle de compétitivité, donc santé sur le Grand Est, dont les missions principales sont d'animer, de rassembler, de fédérer la filière santé donc du Grand Est, afin, le but ultime, c'est en effet d'avoir une communauté santé forte sur le Grand Est et au-delà. Voilà, et donc après ces quelques mots, je vais en venir quand même à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les grilles de cotisation. Donc, BioVallée a évolué dans ses grilles de cotisation, de réflexion. Nous avons un collège entreprise, nous avons un collège recherche, nous avons des partenaires qui peuvent effectivement être inclus et rentrer dans les membres BioVallée. Alors, cette réflexion autour de la cotisation a évolué. Je dirais qu'il y a quelques années, elle était peut-être un peu plus lissée. On n'allait pas, comme on le fait maintenant, de 450 € à 25 000. Et cette grille reflète vraiment l'objectif du pôle de favoriser quand même l'adhésion des très petites entreprises et des PME aussi, mais beaucoup des très petites entreprises qui adhèrent au pôle dès qu'elles sortent de l'incubateur. Voilà. Donc, on essaye d'avoir vraiment une grille extrêmement ciblée, pointue, et dans l'air du temps aussi par rapport à ce que je vous disais autour de ces associations de patients. Puis, quand on pense aux membres d'un cluster, on cite toujours la célèbre fameuse triple X. Mais là, vous avez parlé justement de l'implication aussi des associations de patients qui ne rentrent pas forcément dans ce triple X, si on veut, par définition. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de quadruple X finalement? Exactement. Et du coup, ma question serait déjà d'où vient cette réflexion qui a mené après à l'implication aussi de ces associations et quelle est la plus-value, enfin, qu'est-ce que cette implication a apporté aussi? Alors, comme je vous le disais, c'est quelque chose d'assez récent. Donc voilà, on est quand même sur une phase un petit peu de test. Mais c'est lié surtout à la thématique donc, de la e-santé, où nous avons déjà toute une partie donc, de sociétés de cette thématique-là qui font du suivi patient, etc., et qui sont en relation avec ces associations. C'est lié aussi au fait que nous soyons partenaires d'un gros programme piloté par la métropole de Strasbourg, programme qui s'appelle Territoire Santé de demain, où les patients, alors ne sont pas des collaborateurs, je ne dirais pas ça, mais sont quand même assez impliqués déjà dans ce programme-là. Voilà. C'est ce qui nous a amené à inclure ça dans notre grille de cotisation. Donc du coup, si on se projette sur quelques années, que vous voulez mettre l'accent justement sur le développement au niveau des associations, d'ouvrir finalement cette adhésion aux acteurs du territoire? Je pense qu'on est effectivement, Pauline, dans cette réflexion et éventuellement d'élargir à différents acteurs du territoire, évidemment dans notre sujet qui est la santé, mais la santé finalement intéresse tout le monde, on est bien d'accord. Et elle est importante pour tout le monde, aussi bien de façon curative que préventive. En préventif, ça intéresse absolument tout le monde. Donc voilà. Et on pourrait éventuellement s'intéresser davantage au grand public. On pourrait s'intéresser davantage
aux étudiants ou en tout cas aux élèves. Est-ce que ça modifierait énormément notre grille de cotisation? Je n'en suis pas sûre. Mais vous avez quand même des structures telles que, par exemple, notre partenaire BioVallée à Bâle, qui lui fonctionne vraiment avec des adhésions de personnes. Donc, vous êtes vous, Pauline, vous avez envie d'adhérer à un pôle ou à une structure, et ben vous pouvez le faire à raison de 20 € par an, 30, 40, enfin que ça, et vous 50. Donc, mais après, il faut vous impliquer, il faudra aussi impliquer ce grand public davantage dans des projets ou avoir ce regard-là. C'est impliquer les gens aussi pour avoir un regard qui est autre que celui de l'entreprise uniquement, parce que ça peut être extrêmement pertinent. Et vous voyez bien par rapport à la période à laquelle que nous vivons là actuellement, les gens sont extrêmement informés. Eh bien, le grand public a peut-être quelque chose à dire aussi, et que ces voix-là soient portées au niveau du pôle. Voilà. Donc ça peut être effectivement un élargissement à venir, mais je dirais que quand même, et surtout, ce que nous allons continuer à développer, c'est bien évidemment l'écosystème régional et de l'innovation en Grand Est. Et plus nous aurons de création de petites entreprises, etc., donc ce territoire qui se développe, eh bien plus nous aurons de membres et notre grille tarifaire, elle vivra aussi au regard de ça. Donc, un écosystème d'innovation extrêmement fort et rayonnant, je dirais rayonnant au niveau national, international, c'est une des réponses aussi. Non, je dois te dire, c'est assez impressionnant de voir à quel point le sujet de la... Voilà, donc merci à tous de nous avoir rejoints donc, pour cette intervention sur le sujet de la cotisation. Pour revenir en quelques mots sur la vidéo que vous venez de voir, donc, ce sont les résultats des interviews, témoignages, portraits que nous avons menés avec Giuseppe ces derniers mois. Et grâce à ces discussions avec donc, des intervenants de choix, donc Marc Jardinier et Agnès Le Gol, on a pu voir que finalement la question des cotisations revenait à la question centrale posée autour du modèle économique du cluster. Et à travers ces discussions, on voit bien également que la cotisation est une véritable clé d'entrée donc, dans le cluster, à la fois symbolique, puisque grâce à cette cotisation, nous faisons partie du réseau, mais aussi un côté très, très dynamique, puisque c'est ce que nous allons en faire de cette cotisation et de notre implication dans le réseau, qui va constituer toute sa valeur. Donc, on a vu avec l'exemple de BioVallée qu'il y a eu des grandes évolutions donc, dans ce qu'on mettait au regard de la cotisation dans les clusters et pôles de compétitivité en France. Et notamment, ce qui nous a beaucoup intéressé avec Giuseppe, c'est la manière dont BioVallée a ouvert ses cotisations donc, aux associations de patients, en ouvrant ainsi, on peut dire, l'accès au pôle et aux problématiques traitées par le pôle au grand public. Et ce sont typiquement des thématiques qui ont été aussi très discutées avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement et donc l'intérêt du grand public pour les questions en santé. Et alors maintenant, nous aimerions que cette vidéo fasse l'introduction à notre table ronde où nous recevons donc plusieurs intervenants. Donc tout d'abord Christophe Delattre du cluster Néopolia, Julien Courtet-Février du cluster Spirit Valley et enfin Marc Jardini, senior manager KPMG. Et nous allons leur laisser à chacun 5 minutes de parole pour présenter leur cluster et également la réflexion qu'ils ont menée avec leur équipe autour des questions qui nous intéressent. Alors, je vais passer oui. J'ai juste un petit rappel pour le public. Si je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des réactions, voilà. Après, on les posera aux intervenants.
Voilà, et donc on donne la parole à Christophe Delattre. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je vais en quelques mots, avant de rentrer dans le sujet des cotisations, je vais présenter très rapidement Neopolia. Il y a 3 images, mais je vais y passer quelques secondes sur chacune. Neopolia, alors d'abord pour bien fixer le sujet, hein, Neopolia est un cluster business, donc c'est un cluster qui a 20 ans maintenant, et dont l'objet, c'est de travailler à la diversification des entreprises. Donc notre cible, elle est claire, hein, c'est aller chercher de nouveaux clients, chercher de nouveaux marchés, donc de nouvelles filières industrielles, et puis chercher de nouvelles zones de chalandise pour les entreprises. Et tout ça dans un mode bien particulier qui est un mode collaboratif. C'est-à-dire que l'objet, c'est de fédérer les entreprises pour répondre à des marchés auxquels toutes seules, elles seraient incapables de répondre. Donc vous avez en bas quelques images de réalisation Neopolia, des bateaux complets. Pour ceux qui prennent le TGV Océane, vous avez la voiture bar du TGV Océane et l'intérieur de la voiture bar du TGV Océane, qui est une réalisation Neopolia également. Donc, et je n'irai pas plus loin pour essayer de respecter les 5 minutes. Pauline, si on passe au slide suivant. Donc aujourd'hui, Neopolia est organisé en 5 clusters, 5 business clusters. Pour faire très simple, 3 clusters sur les transports aéro, mobilité terrestre, marine, 2 clusters sur les énergies, avec un gros focus aujourd'hui marché transversal sur l'hydrogène, la défense, et puis on est en train de travailler actuellement sur le sujet de la santé, parce qu'effectivement, c'est un sujet avec nos nouveaux adhérents que l'on souhaite adresser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cluster regroupe 240 entreprises, comme vous le voyez en haut. Et ce qui est important sur le sujet de la cotisation, c'est que la taille moyenne de l'entreprise Neopolia, c'est 40 salariés aujourd'hui. Donc on a quelques filiales de grands groupes qui sont présentes, mais sinon la taille moyenne, il faut bien retenir que c'est de 40 salariés. Pauline, si on peut passer au dernier slide pour être très rapide. Donc Neopolia a une particularité, une unicité aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on dispose, pour pouvoir répondre aux enjeux de marché et pouvoir aller à la conquête de nouveaux marchés en mode collaboratif. Donc jusqu'à présent, le seul modèle de collaboratif qui existait, c'était qu'un de nos adhérents puisse porter l'offre pour les autres adhérents. Depuis fin 2018, donc c'est un sujet qui est assez jeune et assez récent, on dispose aujourd'hui de 2 entreprises, 2 SAS, qui sont des outils de portage collaboratif de contrats. Donc, qu'on soit très clair, hein, ce sont des SAS à but non lucratif, donc il n'y a pas de distribution de dividendes aux quelques actionnaires que vous pouvez apercevoir en haut de la fiche, donc CIC, Crédit Agricole, Arkea, Chantier de l'Atlantique et Crédit Maritime qui va nous rejoindre, donc BPGO, qui va nous rejoindre là d'ici fin d'année dans cet actionnariat. Mais il n'y a pas de distribution de dividendes, c'est-à-dire que ce sont vraiment des outils collaboratifs de portage de contrats. Portage juridique, financier et bien sûr sur la conduite de projet après. Pour en arriver au sujet des cotisations, puisque c'est le sujet du jour, aujourd'hui on a une cotisation qui se fait en 3 étages. Cotisation réseau, donc c'est-à-dire qu'un membre, tous les membres cotisent de la même façon pour accéder au réseau. C'est une cotisation d'entrée, Marc parlait tout à l'heure de cotisation d'entrée, c'est une cotisation d'entrée qui permet à tout le monde d'être adhérent du réseau et que l'on ait 2 salariés, que l'on ait 50, 300 salariés, 600 salariés ou 10 000 salariés, la cotisation est la même. C'est-à-dire qu'un membre, quelle que soit sa taille, est membre du réseau. Après, effectivement, on a un 2e étage de cotisation qui est l'adhésion au business cluster qu'on a vu tout à l'heure. Très clairement, l'activité business et l'accès au marché se fait à partir de cet étage-là. Donc, ça veut dire que pour accéder au marché collaboratif, il faut être adhérent des clusters. Donc ça, c'est un 2e niveau de cotisation. Je reviendrai sur le fonctionnement dans 30 secondes. Et puis, on a un 3e niveau de cotisation qui, en fait, n'est pas une cotisation, mais une contribution, ce qu'on appelle une contribution sur affaires. Donc, ceux qui, effectivement, bénéficient le plus du réseau en décrochant des affaires collaboratives contribuent un petit peu plus que les autres. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui travaillent dans les différentes entreprises, c'est un FIS sur affaires gagnées. Voilà, c'est une cotisation, une contribution sur affaires gagnées. Donc ça, ce sont nos 3 niveaux de cotisation. L'évolution qu'on a vue cette année, alors c'est plus que des réflexions, puisque c'est des évolutions qu'on a mises en place cette année, c'est premièrement de faire évoluer le 2e niveau de cotisation, puisqu'on avait un niveau de cotisation qui était unique au business cluster. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte on a dû mettre en place une cotisation adaptée à la taille de l'entreprise.
Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous jusqu'à présent et qu'on a mis en place avec 4 niveaux de contribution, moins de 10 salariés, 10 à 50 et plus de 50 salariés, et une cotisation toute particulière pour les startups. Donc, on leur donne un temps de bénéfices, je dirais, pour être pour prendre le temps de développer leur activité et de trouver les ressources financières pour pouvoir contribuer de la même façon que les autres. Et on a revu également, et je terminerai sur ce point, la contribution sur affaires pour l'adapter, parce que jusqu'à présent, elle était unique, c'était un taux unique. Et l'idée est de l'adapter de manière à ce qu'elle soit dépendante elle soit plus favorable si c'est un membre qui apporte une offre, plutôt qu'un développeur commercial de l'équipe Neopolia, et puis en fonction de la taille du marché aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les marchés qu'on adresse vont de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à quelques centaines de millions d'euros. Donc voilà, en fonction de la taille, on ne peut pas être sur les mêmes taux de contribution sur affaires. Voilà, j'ai essayé d'être très synthétique et tenir à peu près les 5 minutes. Et je suis ouvert à toutes vos questions derrière si vous en avez. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vois des questions commencer à arriver dans la conversation. Elles seront répondues donc, à la fin de cette table ronde. Giuseppe vous les posera. Donc, merci beaucoup. Nous passons à Julien Courtet-Février, qui va nous présenter le cluster pour lequel il travaille et également ses réflexions autour du sujet de la cotisation. Bonjour à tous, merci Pauline. Donc, Julien Courtet-Février, directeur de Spirits Valley, qui est un cluster établi dans la vallée de la Charente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au-dessus de Bordeaux. Quand j'ai tendance à résumer ce qu'est Spirits Valley, finalement, c'est un peu une Silicon Valley des spiritueux. Enfin, c'est la Silicon Valley des spiritueux, puisque ce petit territoire, qui représente à peu près 1% du territoire français, produit plus de la moitié de la production mondiale des spiritueux haut de gamme, ce qu'on appelle les spiritueux ultra premium, donc plus de 30 € la bouteille. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée et un vrai savoir-faire qui existe sur ce territoire de manière assez empirique et assez séculaire même, puisque ça fait plus de 300 ans qu'on exporte des spiritueux. Mais le cluster, lui, est tout jeune, c'est un petit dernier né, il est né en 2016, donc on n'a que 4 ans d'existence, et puis une ouverture aux adhésions seulement en 2018, donc il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, on regroupe à peu près 140 adhérents. Donc sectoriellement sur cette vallée de la Charente, géographiquement sur cette vallée de la Charente et d'un point de vue sectoriel, on prend vraiment de la distillation jusqu'à la mise en marché, donc on regroupe l'intégralité des savoir-faire. L'idée dans les missions sont assez larges au final, puisqu'on n'est pas forcément sur des missions uniquement innovantes ou sur des missions vraiment technologiques. On est vraiment sur des missions presque d'intérêt territorial ou d'intérêt général, puisqu'on va évidemment s'intéresser à la relation B2B, au développement du business entre les entreprises. L'idée aussi, c'est de les amener à décloisonner cette relation souvent client-fournisseur et de les inciter ou inviter à partager des problématiques communes. On se rend compte que quand ils parlent entre eux, ils ont un certain nombre de problématiques, que ce soit en termes de compétences, en termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'attractivité parfois, en termes de logistique. Et l'idée, c'est vraiment de les regrouper ensemble et d'arriver à travailler sur des synergies communes et de développer des projets là-dessus. Donc, on travaille énormément aussi sur l'aspect mise en avant de ces savoir-faire et tout le corpus de formation pour justement pérenniser ces savoir-faire. Sur ces 40 adhérents, sur ces différentes thématiques et pour essayer de rester bref, on a quand même une diversité d'adhérents qui est assez importante, puisque comme je dis, on est toute la chaîne de valeur et ça a vraiment de la start-up des spiritueux qui va lancer son gin ou sa vodka ou qui va avoir une application spécifique jusqu'à la très 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 grande entreprise qui fait partie d'un groupe international de spiritueux. Sur les types d'adhésion, alors justement, on nous a imposé assez rapidement d'arriver à une parité de modèle économique entre le financement privé et le financement public. On y est arrivé en 2019. Il est fortement probable qu'on arrive à une parité financement public, financement privé dans ce modèle économique également en 2020. Au demeurant, c'est une vraie question, ce modèle économique, cette parité, cet équilibre financement public, financement privé. À l'origine, on avait un système de cotisation, on avait 2 niveaux, un niveau qui était, je dirais, classique et un niveau premium. C'est déjà quelque chose qu'on commence à faire évoluer, à remettre en cause. Déjà, pour essayer d'un petit peu mieux répondre à cette communauté d'adhérents, on se rend compte que de par la cartographie ou la typicité de nos adhérents, de ce qu'on peut rencontrer, on essaie un petit peu d'ajuster la grille d'adhésion, essayer de regarder un petit peu ce qui fait qu'on vient de créer plutôt 2 clubs. Un club qui est vraiment un club plutôt industriel, plutôt chaîne de valeur spécifique,
et quelque chose qui est plutôt ce qu'on a appelé les services connexes, ce qui est vraiment toutes les fonctions support. Et il y en a beaucoup avec des spécificités là-dessus. Et on travaille évidemment aussi, je crois que c'était mentionné tout à l'heure, on disait que la cotisation, c'était la clé d'entrée pour l'action collective. Et au-delà de ça, on commence à essayer de travailler sur de la prestation, je dirais un peu à la carte, un peu individualisée, soit sur de l'accompagnement de synergie et de projets concrets sur lesquels on va réussir à regrouper 5, 6, 7 adhérents, que ce soit sur la mise en place d'un stand collectif sur un salon international, sur un projet bien précis qui englobe la chaîne de valeur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence à développer aussi. Et voilà, c'est quelque chose d'assez important dans le développement. Mais voilà, on est très jeune, on est à 2 ans et demi de cotisation, mais on réfléchit déjà justement à cette évolution du schéma. Et cette stratégie de développement de services annexe à la cotisation est en cours chez nous. Voilà, je pense que j'ai dû respecter les 5 minutes. Oui, merci beaucoup. Oui, vous êtes des interventions exemplaires. C'était très intéressant donc, de voir que même un cluster jeune se pose ces questions de manière très dynamique. Et nous passons donc maintenant à Marc Giardini pour réagir aux interventions que vous venez d'entendre et peut-être aussi aller plus loin par rapport à ce que vous nous avez présenté dans le témoignage vidéo. Alors, merci. Pardonnez-moi. Oui, commentaire rapide sur les 2 interventions, notamment la première, c'est de Christophe. C'est très intéressant d'entendre Christophe comme ça en quelques minutes, parce que dans le fond, il fait un pitch sur la proposition de valeur de Neopolia et il va très vite centrer son propos sur le bénéfice apporté aux membres qui s'inscrit dans la dynamique Neopolia ou du cluster business, marché sur lequel il se fixe. Ça va très très vite. L'expression de la proposition de valeur est très rapide. On est un cluster business, on est là pour faciliter, accélérer et diminuer le risque et augmenter les chances d'un business pour une entreprise de taille sous-critique, moyenne, qui s'inscrit sur les marchés sur lesquels on travaille. Point. C'est très rapide, c'est très simple et c'est très valorisant. Par rapport à l'argumentaire de Julien, on n'est pas aussi musclé parce qu'effectivement, il faut du temps pour rôder la proposition de valeur d'une offre et d'un modèle économique. Et Julien va déjà très très vite, puisqu'il exprime bien les valeurs de la chaîne de valeur, la couverture de la chaîne de valeur de Spirit Valley, et puis il commence à raisonner en termes de groupes d'intérêt sur des actions collectives qui vont permettre de travailler avec des petites poignées, voire des poignées de membres pour optimiser l'accès à leurs bénéfices à travers le cluster. Tout ça, c'est très dynamique et tout ça, ça rejoint le principe d'une offre à valeur ajoutée. Si je suis une entreprise de taille moyenne, n'ayant pas les moyens marketing, veille, recherche, développement, business international, et que je m'inscris dans les marchés proposés par les clusters business de Neopolia, ce qui me plaît bien, c'est que je ne peux pas échapper. Enfin, bien sûr que si, que je peux. Mais dans le fond, je suis très attiré par le membership sur Neopolia parce que j'ai le sentiment que j'irai plus vite, plus sûrement, à moindre coût et avec plus de chances de succès vers ma stratégie de développement dès lors que je m'inscris dans la communauté Neopolia. C'est tout. Et c'est ça l'expression de la valeur ajoutée. Alors après, au niveau des montants et du curseur des montants, tout est relatif à la valeur perçue des services proposés. Une entreprise qui n'a pas les moyens de faire son commerce international, mais pour laquelle la stratégie internationale est une alternative quasi obligatoire de sa stratégie, la meilleure manière de s'inscrire dans cette stratégie, c'est peut-être de faire appel à Neopolia, qui a la possibilité de m'accompagner valablement sur l'accélération de ma stratégie de diversification internationale. Point. Et ça vaut de l'or, ça vaut de l'argent. En plus, comme le cluster ne cherche pas à faire de la marge tel qu'un cabinet de conseil standard est obligé de le faire pour pouvoir survivre, il n'est pas obligé, le cluster, de se positionner dans cette démarche de rentabilité immédiate. Il peut mutualiser ses coûts de revient
avec une haute valeur ajoutée de sa contribution intellectuelle, parce que les gens qui travaillent chez Neopolia dans l'équipe permanente sont des super pros. Et donc, je peux avoir accès à une compétence super pro dont le coût est mutualisé au sein de la communauté, me donnant, moi, personnellement, accès à des services à haute valeur ajoutée. Voilà le modèle. Et ça démontre bien toute la professionnalisation dont je parlais un peu maladroitement dans la vidéo introductive parce que je n'étais pas très clair. Mais là, on a l'expression immédiate des choses. Et on n'a pas fini parce que, naturellement, les services dont les entreprises en croissance ont besoin aujourd'hui ne sont pas ceux dont elles avaient besoin il y a 10 ans. Aujourd'hui, on parle d'intégration de start-up, d'absorption de l'innovation par logique extérieure vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'outside-in. Ce sont des problématiques qui sont sensibles aux entreprises PME, ETI, qui, comme les grands comptes, cherchent à faire des deals avec des start-up pour aller plus vite sur leur conquête de marché. Cette mécanique-là n'est pas une mécanique bien maîtrisée encore aujourd'hui. Elle demande du mentorat, du monitoring. Les clusters comme Neopolia sont en capacité d'offrir ce service à relatif court terme, peut-être d'ailleurs qu'ils l'offrent déjà. Et ça me donne, moi, le moyen d'accéder à cette connaissance à travers Neopolia en qualité de membre ou en qualité d'entreprise. Ça me donne le moyen d'accéder à cette connaissance sans prendre trop de risques en matière de coûts fixes et en variabilisant mon apprentissage. C'est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre intervention. On va maintenant passer à la session questions-réponses. Vous avez été nombreux à poser vos questions et Giuseppe va prendre le relais. Oui, merci Pauline. Du coup, oui, j'aurais des questions d'abord pour Christophe Delattre. Je vais essayer de faire un résumé des questions. D'abord, oui, vous avez parlé de 3 niveaux de cotisation. Oui. Du coup, les 2 premiers, si on a bien compris, ce sont fixes, quelle que soit la taille de l'entreprise, alors que dans le cas de la 3e, c'est différent. Alors, oui. Ouais, je vais répondre. J'ai vu les questions passer, effectivement. Voilà, J'attendais de pouvoir y répondre à la fin de manière un peu plus précise. Voilà. Effectivement, le premier niveau est fixe, quelle que soit la taille de l'entreprise, toujours le même. Et on peut parler, c'est 500 €, enfin, il n'y avait pas de secret derrière ça. Hein. Le deuxième niveau, lui, dépend de la taille de l'entreprise. Donc, il est fixe également sur l'année, c'est une cotisation annuelle, mais qui est fonction de la taille de l'entreprise. Et après, le 3e niveau, lui, je dirais, n'intervient qu'à partir du moment où on a bénéficié des actions du réseau. Parce que ça veut dire qu'on a pris du business, on a participé, donc on a quelque part créé du chiffre d'affaires pour son activité. Et effectivement, on a une contribution sur ce chiffre d'affaires qui a été créé par le cluster, ou apporté ou favorisé par le cluster. Parce que parfois, c'est des actions plus de lobbying, de soutien, de mise en relation que des actions vraiment de construction d'offres. Hein. On est vraiment sur tous les niveaux. Là où je rejoindrais Marc, et je pense qu'il y a un point qui est très pertinent dans sa dernière remarque. À un moment donné, il a parlé de l'action de l'entreprise en tant que telle. Je pense qu'il y a un 4e niveau de contribution dont on ne parle jamais dans nos différents clusters, mais pourtant qui est essentiel, c'est l'implication de l'adhérent lui-même. C'est-à-dire le temps qu'il y passe et le temps le temps et puis l'énergie qu'il va mettre dans le cluster. Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qui sont les plus à même de bénéficier, je pense que Julien me rejoindra là-dessus, hein, les entreprises qui vont le mieux bénéficier de la valeur ajoutée qu'on peut apporter, ce sont les entreprises qui vont s'impliquer. Et effectivement, ça, c'est un coût dont on ne parle pas, parce que ce n'est pas un coût qui se traduit par un bon de cotisation ou un bulletin d'adhésion, mais c'est un coût qui appartient à l'entreprise. Et si elle ne le fait pas, si elle ne participe pas, forcément, elle ne va pas en tirer tous les bénéfices qu'elle pourrait en tirer. C'est une évidence. Voilà, merci. Et ça ne dépend pas de la taille. En plus. Après, toujours pour Neopolia, comment gérez-vous au niveau administratif ces 3 niveaux? Alors ça, oui. Ouais, donc on a un ERP aujourd'hui qui vaut ce qu'il vaut et qui est clairement aujourd'hui avec donc ces niveaux de contribution, on les a remis à jour tout récemment. Hein. C'est quelque chose qui date de septembre 2020. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'actualité.
Donc avec une mise en place au 1er janvier 2021. Donc pour vous dire qu'on est vraiment en pleine actualité. Clairement, ce que ça suppose pour nous, c'est une gestion beaucoup plus personnalisée de l'administratif. Donc ça veut dire clairement une surcharge administrative par rapport au fonctionnement, mais qui, dans sa valeur, est nécessaire. Hein. Et ça veut dire aussi pour nous faire évoluer notre ERP, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui n'est pas du tout adapté à la gestion de cet enjeu. Ça, c'est clair. Donc, je n'ai pas la réponse complète, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on change d'outil et qu'il faut qu'on revoie nos process internes. Ça, c'est une certitude. D'accord. Du coup, Pauline, je ne sais pas si… Oui, Monsieur Jardini. On sent bien dans le commentaire de Christophe qu'on va vers une analyse de l'expérience client d'une certaine manière. Alors, on va appeler ça l'expérience du membre, mais bon, ne nous leurrons pas. On est bien dans une prestation de service de la part d'une organisation associative, pourquoi pas, à l'attention d'un membre qui trouve dans cette association le moyen d'accéder à ses objectifs de manière plus sécurisée et plus rapide. Ça nécessitera naturellement une intimité relationnelle de plus en plus fine et une gestion de la relation client qui va devenir plus sophistiquée. Et il est nécessaire que les membres puissent comprendre cela parce qu'ils vont participer à l'élaboration du système d'information permettant au cluster de leur rendre un service qui leur soit personnalisé. Mais ça va dans le très bon sens, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, je me permets, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur les cotisations, pour terminer sur les parts de cotisation. Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs questions sur ce sujet-là. Pour être très clair, la cotisation réseau, pour nous, elle représente à peu près 10% de notre budget annuel. La cotisation cluster, entre 30 et 40%, voire un petit peu plus. Et ça, c'est une de nos ambitions, hein, c'est que ça monte un petit peu plus. Et la contribution sur affaires, aujourd'hui, représente 20% de notre budget. Et là, pareil, c'est la part variable de notre budget qui doit pouvoir augmenter et nous permettre de devenir de plus en plus indépendants d'un point de vue financier et rejoindre ce que disait Marc tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, les clusters sont en recherche d'une part privée beaucoup plus importante parce que ça va dans le sens de l'histoire, tout simplement. Oui. Et du coup, pour les Spirit Valley, Julien Courtet-Février, pouvez-vous nous indiquer la part du pourcentage de cotisation dans votre budget annuel? Alors, dans le budget global, on est à peu près à 50-50. On a à peu près un équilibre, une parité entre financement public et financement privé. Alors, on n'est pas encore aussi avancé dans les degrés de structuration de cotisation. On a des cotisations qui sont indexées sur le chiffre d'affaires des entreprises. La seule chose, comme je le mentionnais, on était parti sur une dichotomie classique, premium, donc un niveau de service légèrement différent entre classique, qui était plutôt finalement une cotisation de base, une cotisation d'entrée, juste un référencement, et une cotisation premium où il y avait un accompagnement un peu plus spécifique. Et là, on est un petit peu en train d'ajuster notre vision, je dirais un petit peu avec l'expérience des 2-3 dernières années et de cette communauté d'adhérents qui est arrivée. On avait passé les 100 adhérents au bout d'un an et demi. Donc, on a aussi eu des retours de nos adhérents parce que c'est vrai que un cluster, ça vit par et pour ses adhérents. Donc, c'est aussi répondre à leurs besoins et répondre aux synergies. Donc, on est un petit peu en train d'ajuster ces éléments-là. Notamment, on se rend compte que, en effet, enfin, vous l'avez mentionné tous les deux, hein, Christophe et Marc, il y a aussi l'implication des entreprises, le temps qu'elles y passent. Alors moi, j'emploie souvent une métaphore, enfin, je dis souvent, l'adhésion, avant d'être financière, elle est souvent morale, elle doit être morale avant tout. La deuxième chose que je dis, c'est que c'est comme la salle de sport, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'y inscrire pour être athlète. Derrière, il faut participer. Nous, on met à disposition les machines, on a le rôle de coach, essayer de trouver justement les choses qui vont faire en sorte que les gens vont être intéressés, où on va sentir les points sur lesquels il faut essayer de les accompagner. Mais voilà, il faut aussi qu'on emporte l'adhésion pour le coup des entreprises sur ces sujets-là. Donc, c'est sentir parfois 2-3 choses et trouver les éléments de coaching presque individuels. Et je rejoins là aussi Marc et Christophe, même si on a une antériorité qui est toute jeune, mais dans cet accompagnement un peu plus personnalisé, voire un peu plus intime de temps en temps et individualisé pour des adhérents. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous apprécié la métaphore avec la salle de musculation. Je trouve que ça fonctionne très bien avec oui. la problématique.
Alors, je sais qu'il reste des questions auxquelles on n'a pas pu encore répondre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous envoyer un mail à la fin aux participants avec les réponses à vos questions pour nous permettre de conclure dans les temps et que vous puissiez aller sur les autres ateliers de Silex France. Donc, Giuseppe, pour les conclusions. Oui. Du coup, tout d'abord, on a vu, comme on avait déjà anticipé, que la question des cotisations dans un cluster représente un sujet incontournable lorsqu'on veut pérenniser le développement de l'organisation. Et toujours dans cette optique, les cotisations doivent être, pour le cluster ou le pôle, un moyen de proposer des services toujours de plus en plus en lien avec les besoins des membres. Du coup, dans cette optique de pérennisation, ça reste fondamental. C'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer ou laisser de côté. Et Pauline? Et donc, finalement, pour conclure, on a vu également que dans les prochaines années, on va avoir et on le voit déjà, une indéniable professionnalisation des services proposés par les clusters et par les pôles. Et notamment pour assurer non seulement leur propre résilience, mais également celle de leurs membres et de les faire grandir plus vite et plus loin que s'ils n'étaient pas dans le pôle. Et dernier mot de cet atelier, un grand merci donc, aux intervenants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Cette présentation, cet atelier n'est qu'une étape, puisque nous continuons le travail sur le sujet avec Giuseppe aux côtés de France Cluster et de Xavier Roy. Et nous allons notamment dans les prochains mois monter un groupe de réflexion autour de ce sujet, et notamment autour du sujet de la défiscalisation des cotisations. Donc, nous vous invitons à rejoindre ce groupe. Vous pouvez nous contacter donc, par mail et sur LinkedIn, nous contacter directement France Cluster et Xavier Roy. Et nous serons ravis de continuer cette aventure avec vous. Merci beaucoup.